Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette tournée africaine. Et on commence l'édition d'aujourd'hui du 16 avril 2026 avec le ministre des Affaires étrangères qui a participé à une table ronde de haut niveau consacrée à la mobilisation des financements pour la sécurité de l'eau en Afrique. Le ministre a appelé au respect du droit international dans la gestion des ressources hydriques partagées et au rejet des mesures unilatérales. Il a également mis en avant la vision africaine de l'eau 2063 ainsi que la nécessité d'investir dans des solutions innovantes telles que le dessalement et la réutilisation de l'eau tout en renforçant les capacités et les financements pour soutenir le développement durable en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelalati, a participé à une session de la Banque mondiale consacrée au renforcement de la production et de l'accès aux produits de santé en marge des réunions de printemps à Washington. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelalati a prononcé un discours dans lequel il a salué la réponse du groupe de la Banque mondiale aux appels des pays africains en faveur de la localisation de la production de produits de santé. Il a salué le lancement de l'initiative africaine pour l'accès aux produits médicaux et leur fabrication IM 2030 et sa mise en œuvre dans 9 pays africains dont l'Égypte. Il a également souligné que cette initiative constitue un pilier fondamental pour renforcer l'efficacité et la résilience des systèmes de santé compte tenu des capacités de production pharmaceutique limitées sur le continent. Abdelalati a souligné plusieurs priorités, notamment la nécessité de localiser les chaînes d'approvisionnement en Afrique par des investissements dans les infrastructures et les capacités de production, le transfert de technologies et la numérisation des autorisations de production de médicaments dans les pays africains, ainsi que l'importance d'accélérer l'harmonisation des cadres réglementaires en activant l'Agence africaine des médicaments et en renforçant les mécanismes d'achat unifiés. Il a également insisté sur la nécessité de mobiliser des mécanismes de financement innovants pour répondre aux besoins financiers du secteur de la santé. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour renforcer son secteur de la santé dans le cadre d'une vision visant à en faire un pôle régional de production pharmaceutique et de technologie médicale. Parmi les initiatives les plus marquantes figure le projet EDA Pharmaland, lancé par l'autorité égyptienne des médicaments afin d'accroître les exportations du secteur de la santé d'ici 2030. Parallèlement, une stratégie nationale de localisation de la production de vaccins a été adoptée en 2024, s'appuyant sur des expériences nationales réussies, notamment la localisation du traitement de l'hépatite C. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelalati, a participé à la session de la Banque mondiale consacrée au renforcement de la production et de l'accès aux produits de santé en marge de la réunion du printemps à Washington. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Ahmed Ellifi Nassif, expert en relations internationales, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, monsieur Ahmed Ellifi Nassif, bonjour. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, quel est l'objectif de la participation de l'Égypte à l'initiative AIM 2030? Tout d'abord, ça vient dans le contexte de ce qui est en train de se passer dans la région et on est en train de voir que la guerre qui est en train de se passer dans le Golfe aujourd'hui est en train d'affecter l'économie de la région. Donc, que l'Égypte soit un pays énormément important dans la région, un pays central et un des économies les plus larges de la région, c'est très normal que l'Égypte participe dans ce forum. Oui. On a vu comment le ministre des Affaires étrangères, M. Badr Abdelalati, avait souligné l'importance de la localisation des produits en ce qui concerne le domaine de la santé. Et il a également
mentionné, il a mis l'accent sur les vaccins qui ont été produits en 2024. Comment voyez-vous, on peut dire, ce réussi qui a eu lieu en Égypte pendant ces années? Ben, c'est pas seulement en 2024, mais aussi dans la période du corona, de Covid-19. On a vu que l'Égypte a joué un rôle principal en générer les vaccinations localement et on était un des pays les plus rapides dans la région de vacciner ses citoyens. Donc, ces jours-ci, une deuxième fois, avec la guerre et tout ce qui est en train de se passer, on a les chaînes de fourniture qui sont bien troublées. Et là, c'est très important, si jamais il y a une crise comme celle du Covid-19, que l'Égypte soit self-indépendant 100% pour qu'on puisse vacciner et protéger nos citoyens. Et c'est d'ici que ça vient la déclaration du chef de la diplomatie égyptienne que c'est énormément important et c'est une réussite très importante que l'Égypte est arrivée à être self-indépendant dans ce domaine. Oui, de médicaments. Alors comment on peut dire l'expérience de l'Égypte pourrait être un modèle à suivre par toute l'Afrique? Comment elle peut aider l'Afrique? C'est pas si facile parce que l'Égypte a une infrastructure médicale qui peut-être ne pas être disponible pour tous les autres pays de l'Afrique. Et d'ici, ça devient un défi assez important pour les autres pays africains qui n'ont pas une infrastructure pareille. Mais là, l'Égypte, comme elle l'était déjà, elle est toujours prête à soutenir nos confrères en Afrique par les fournir avec leurs nécessités médicales, surtout si on a une crise d'une façon ou l'autre. Alors, selon vous, docteur Ahmed Elif et Nassif, quels sont les défis qui affrontent le développement de la production locale, de la production pharmaceutique locale en Afrique? Et comment, bien sûr, les surpasser? Vous avez déjà mentionné l'infrastructure en Afrique. Quelle autre chose? On a le savoir-faire technique et on a les investissements qui sont nécessaires pour mettre en place ces usines ou ces laboratoires qu'on a besoin ou les pays africains ont besoin pour être capables de fabriquer ce qu'ils ont besoin d'eux. Et ça prend des années et des années parce que c'est très différent de n'importe quel autre genre de production. C'est assez technique, c'est assez stérilisé, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est une question de temps et savoir-faire que peut-être on peut aider aussi nos confrères en Afrique avec ce savoir-faire et manœuvre. Oui. Comment l'initiative AIM 2030 peut-elle améliorer concrètement l'accès aux médicaments? L'idée d'avoir que toute personne a le droit d'avoir les médicaments qu'il a besoin pour soutenir une vie saine. Et c'est ça la philosophie ou l'axe principal de cette initiative. Donc l'idée que comment on peut avoir la fabrication elle-même, donc que le produit existe, le savoir de le fabriquer pour être capable de faire ça bien sûr, et numéro 2, la distribution, que ce soit, disons, faisable pour distribuer les vaccinations, les autres produits médicaux aux citoyens qui ont besoin. Donc, c'est un mélange entre fabrication et chaîne de provision. Et c'est pour cela que ce n'est pas la chose la plus facile du monde. Oui. On a vu comment Dr Badr Abdelati, le ministre des Affaires étrangères, avait déclaré que l'Égypte collabore étroitement avec les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Alors, quel est le rôle de ce centre? Et bien sûr, quelle est son importance également? Ces centres sont énormément importants parce que c'est le premier source d'information.
Donc, on doit savoir c'est quoi les défis médicaux que un certain pays a. Et de ce point-là, on peut commencer à savoir leurs besoins. On ne peut pas réagir et on ne peut pas fournir des produits à un pays si on n'est pas tout à fait sûr de leurs besoins. Donc, c'est tout simplement que si jamais, c'est comme une autre, disons, c'est comme on parle les besoins de consommateurs. Donc, par exemple, un pays qui a un problème dans les diabètes, c'est très différent d'un produit qui a un manque, disons, de zinc. C'est très différent. Comment on va gérer ces deux situations qui sont bien différentes de l'autre. Donc, on a besoin de savoir et ce savoir, ça vient de ces centres qui sont en Afrique, plus ou moins dans la plupart des pays africains. Ils ont des centres qui ont des rapports sur leurs besoins locaux. Oui. Chaque pays, de quoi, quelles sont les matières qu'elle possède. Et bien sûr, on a vu comment le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises l'intégration pour arriver au développement de l'Afrique entre les pays, bien sûr, africains. Et je tiens à vous remercier infiniment, Dr Ahmed El-Lifi Nassif, expert en relations internationales, pour cette intervention avec nous. Et on enchaîne avec la tournée africaine et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, qui a rencontré le député américain Gregory Meeks pour discuter du renforcement du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Les échanges ont porté sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques, militaires et sécuritaires, ainsi que sur la coordination avec le Congrès américain. Le ministre a mis en avant la position et les efforts déployés par l'Égypte pour promouvoir la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, notamment face aux crises régionales dont la question palestinienne, le Liban et le Soudan. Le député américain a salué le rôle de l'Égypte et exprimé son soutien à une coopération renforcée entre les deux pays. Le président égyptien, ou plutôt le président de l'autorité égyptienne du médicament, EDA, a reçu une délégation de haut niveau de la République de l'Érythrée pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur pharmaceutique, notamment dans les domaines de la réglementation, de l'enregistrement des médicaments, du contrôle de la qualité et du renforcement des capacités. Le président de l'EDA a souligné l'engagement de l'autorité à développer la coopération régionale et internationale mettant en avant les progrès du système pharmaceutique égyptien. De son côté, la délégation érythréenne a salué le niveau avancé de l'autorité, notamment après l'obtention par l'Égypte du niveau de maturité 3, ML3, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette visite reflète la solidité des relations entre les deux pays et confirme le rôle régional de premier plan de l'Égypte dans le domaine pharmaceutique. En marge de sa participation à l'Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul, le président de la Chambre des représentants, Hichem Bedawi, a rencontré les présidents des parlements bahreïnis et algériens. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines parlementaires, économiques et commerciaux, ainsi que sur la coordination des positions arabes face aux défis régionaux. Il a également participé à une réunion de coordination des parlements arabes visant à unifier les positions sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour.
Le Togo entend demander aux États membres de l'OTAN d'abandonner la projection de Mercator au profit d'une carte plus fidèle à la taille réelle de l'Afrique, jugée sous-représentée dans les cartes actuelles. Soutenue par l'Union africaine, l'initiative Correct the Map promeut l'adoption de la projection Equal Earth, considérée comme plus précisée. Une résolution est en préparation pour être soumise à l'Assemblée générale des Nations unies avec un vote attendu en septembre. Et on passe en RDC et un nouveau développement est intervenu dans le contexte du conflit en République démocratique du Congo. Au cours du week-end, les 11 et 12 avril 2026, l'AFC M23 et le Comité international de la Croix-Rouge ont conclu un protocole d'accord portant sur le transfert de plusieurs militaires. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec ce commentaire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir. Selon les informations disponibles, entre 2000 et 3000 soldats des FARDC actuellement détenus par le mouvement ont été recensés. Tous auraient donné leur consentement écrit en vue de leur prise en charge. Cet accord établit un cadre juridique permettant leur remise au CICR qui sera chargé d'assurer leur transfert vers les autorités congolaises. Ce processus intervient après plusieurs semaines durant lesquelles l'AFC M23 affirmait vouloir relâcher ses militaires. Parmi eux, certains avaient refusé de rejoindre les rangs armés du mouvement, tandis que d'autres sont toujours en cours de traitement dans des structures hospitalières. Une première étape a déjà été franchie avec la remise au CICR de plusieurs dizaines de mineurs, dont certains étaient impliqués dans les combats. Malgré cette avancée, la mise en œuvre complète de l'opération reste conditionnée à plusieurs facteurs. Des défis logistiques doivent encore être résolus, notamment en ce qui concerne l'organisation concrète des transferts. Par ailleurs, l'accord ne pourra être appliqué que si le gouvernement congolais accepte officiellement de récupérer ses militaires. Sur ce point, des divergences subsistent au sein des autorités, certaines sources évoquant la nécessité de vérifier les listes des personnes concernées. Ce protocole s'inscrit dans un contexte diplomatique plus large, marqué par la reprise des discussions entre Kinshasa et l'AFC M23. Ces échanges se déroulent actuellement en Suisse, notamment aux alentours de Montreux, et pourraient influencer la suite du processus.